Bienvenue et bonjour Dominique Régnier. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence. Vous êtes donc le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes politologue. Dominique Régnier, alors que la campagne des européennes s'accélère sur fond de tensions autour de conférences, à la fois celle de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour à Bruxelles. Alors deux situations très différentes. D'abord pour le leader de la France insoumise. Il apparaît, Jean-Luc Mélenchon, sur une affiche aux côtés de Rima Hassan avec le slogan « Free Palestine » qui nie l'existence d'Israël. Vous êtes aussi, je le précise, Dominique Régnier, professeur à Sciences Po. Est-ce qu'il faut interdire, de votre point de vue, de manière générale, ce genre de conférence aujourd'hui, ou est-ce que pour la liberté, évidemment, et quelle que soit cette expression, il faut laisser cours à ces conférences qui se tiennent en pleine campagne des européennes? Moi, j'ai beaucoup de mal à justifier l'interdiction de prise de parole. C'est notre pluralisme, c'est notre liberté d'opinion. C'est à l'intervenant, ici Jean-Luc Mélenchon, l'organisateur, la France Insoumise, d'assumer toutes les conséquences. Je veux dire par là l'interprétation qu'on peut avoir d'une telle conférence, la signification qu'elle peut prendre dans l'époque actuelle et en ce moment très précis. Ça relève d'une stratégie électorale, une stratégie qui infuse, qui marche, qui infuse. Oui, qui marche auprès d'une partie de la société française. Je ne suis pas certain, je pense même plutôt le contraire, que ça nous aide à nous réunir autour d'un projet commun, sur des valeurs communes. Mais ce sont des stratégies qui ont cours à droite comme à gauche, au centre, etc. Il n'y a pas d'exception, même si chacun utilise ses registres et ses ressorts. L'interdiction, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très choquant. Il faut un très haut niveau de dangerosité pour qu'on puisse la justifier. Alors, quelles règles à suivre pour Jean-Luc Mélenchon? Autre partie et toute autre raison, Éric Zemmour s'est vu annuler une conférence à Bruxelles qu'il devait tenir avec les nationalistes Nigel Farage et Viktor Orban. Le bourgmestre de la commune dit avoir interdit cette conférence pour des raisons de sécurité. On comprend évidemment aussi la question idéologique. Est-ce qu'il faut aussi le condamner au nom de la liberté, finalement? Condamner l'interdiction. Bien sûr. Oui, exactement, bien sûr. Et puis, si vous voulez, ce sont des situations, vous l'avez dit, très différentes, celle de Jean-Luc Mélenchon et celle d'Éric Zemmour, mais c'est en même temps très comparable, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a été candidat à l'élection présidentielle avec un score très important. Éric Zemmour a été candidat aussi avec un score moins important, mais en fait, il a été candidat. Il ne subit pas de reproches particuliers aujourd'hui devant la justice, en tout cas que je sache. Viktor Orban, c'est quand même le chef du gouvernement hongrois. On peut ne pas l'aimer. Moi, je pense qu'il est dans une impasse politique, mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est une discussion. Et Nigel Farage, qui a beaucoup milité pour le Brexit au Royaume-Uni, qui a eu lieu. On peut imaginer les discussions qu'il a avec des Britanniques qui regrettent aujourd'hui, pour la plupart, ce Brexit. Toutes ces personnalités ont le droit de se réunir, de discuter. Enfin, c'est tout à fait inquiétant. C'est le déclin des libertés. Et puis, si vous voulez, l'argument de la sécurité, c'est un argument qui est d'une grande perversité, parce qu'il est très facile de l'invoquer, parce qu'il y a des groupuscules qui sont mobilisables à merci, qui vont rester inertes dans un cas, extrêmement bruyants dans un autre cas, et qui seront le prétexte facile pour une université ou pour une ville à empêcher une prise de parole. C'est un déclin des libertés. C'est un des sujets d'ailleurs du moment. Ça. Et qui peut peut-être nourrir aussi l'abstention, en tout cas une forme de défiance que vous dénoncez pour ces élections en particulier comme pour toutes les autres. Oui, parce qu'on peut avoir le sentiment, et c'est un sentiment à mon avis qui est installé dans notre société, en particulier en France, le sentiment que les règles du jeu ne sont pas les mêmes, qu'il n'y a pas de symétrie, qu'il n'y a pas d'égalité, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer plus librement si l'on tient certains propos, que c'est plus compliqué si on a d'autres points de vue, d'autres opinions, enfin, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment massivement être documenté. Et nos compatriotes, les 49 millions d'électeurs, ils sont intelligents, ils sont au courant, ils regardent, ils ont leur sensibilité, leur conviction, et ils le sentent, ils l'enregistrent. Ça crée une forme de, je dirais, sourde protestation. Ça contribue à ce sentiment négatif que nous ressentons tous. Alors, il y a des sentiments négatifs et peut-être parfois des sentiments qui peuvent paraître contradictoires. Vous allez nous l'expliquer, Dominique Régnier, ce matin sur Europe 1 et CNews. Il y a une constante dans toutes ces élections européennes. C'est une abstention, peut-être même fondamentale et majeure pour ce scrutin. Et en même temps, il y a une vague populiste qui monte.
Certains même disent qu'elle déferle. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? On a l'impression qu'il y a une volonté populiste et en même temps une abstention. Alors les deux peuvent se combiner. Il faut quand même dire à nos téléspectateurs et auditeurs qu'il est trop tôt pour parler d'un niveau d'abstention. On observe ça, les instituts nous donnent un niveau aujourd'hui qui serait de 55% grosso modo d'abstention aux européennes. Alors, le 9 juin prochain, ça peut être en dessous, ça peut être ce niveau-là. On va voir, on va peut-être avoir un phénomène de la démobilisation. Moi, je le crois quand même qu'il y aura un peu de mobilisation. Mais c'est pas contradictoire en l'état actuel des choses d'avoir à la fois une intention de voter populiste plus répandue et une intention de s'abstenir assez massive. Parce que c'est pas forcément les mêmes électeurs. Il y a aujourd'hui plutôt une démobilisation de l'électorat, on va dire macroniste, qui peut peut-être se remobiliser, mais qui aujourd'hui est plutôt relativement démobilisé, ce qui peut expliquer une partie de l'abstention. Il était très mobilisé en 2019. Et il y a au contraire une mobilisation du côté des populistes. Mais vous pouvez aussi avoir, et c'est sans doute la vérité des choses, vous pouvez aussi avoir une combinaison de protestation pour les uns et d'abstention pour les autres. Je veux dire par là que l'abstention est devenue l'autre grande expression de la protestation. C'est presque un parti aujourd'hui. C'est presque, en tout cas, c'est un courant, et il est certain qu'en s'abstenant, il y a bien sûr des électeurs qui ne vont pas voter par indifférence, insouciance ou que sais-je, mais beaucoup d'électeurs ne vont pas voter pour marquer une déception, un refus, une rupture civique. Je ne veux plus jouer à ce jeu-là, ça ne m'intéresse plus parce que je ne vous fais plus confiance, c'est un résultat de la défiance. Et donc là, il y a vraiment une dimension politique. On ne peut pas comprendre l'abstention à de tels niveaux sans introduire cette dimension politique. Alors, Dominique Régnier, autre contradiction apparente qu'on analyse avec vous. Vous dites, et c'est vrai dans toutes vos études pour la Fondapol, qu'il y a un attachement à l'idée européenne. Et pourtant, le Rassemblement national, dans les sondages, a un score stratosphérique. Le RN ne veut plus du Frexit, mais quand même, il remet en cause les fondamentaux de l'idée européenne. Là encore, comment l'expliquer ? Je pense que alors, c'est une réponse rapide à une question compliquée, mais je pense que les Français expriment à travers le vote ou l'intention de voter pour le Rassemblement national ou Jordan Bardella ici, une insatisfaction, on peut même parfois dire une colère qui ne cesse de faire connaître et qui cependant ne produit aucun effet. Comme si nous mettions, je dirais, avec notre système et nos gouvernants, comme si nous mettions les Français au défi de passer le cap, c'est-à-dire d'aller jusqu'à donner à la France une direction émanant du Rassemblement national. Les électeurs nous disent au fond, je n'ai pas pu voter au second tour pour Marine Le Pen à la présidentielle, parce que je ne voulais pas prendre ce risque. Là, je sais aux européennes que ce risque n'existe pas. Et donc, je vous dis, voilà ma puissance, je suis capable de voter. Des coups de semonce à chaque fois, oui, mais qui ne sont pas pris en compte, ce qui nourrirait cette colère. Qui ne sont pas pris en compte. Et ça fait très longtemps maintenant. Et cette étrange surdité de nos élites au sens large, à la fois élite intellectuelle, académique, politique, etc., ne peut que conduire soit à une forme de découragement des électeurs qui finalement renoncent même à la vie électorale, et c'est l'abstention, soit vont pousser davantage les feux du populisme jusqu'à franchir l'obstacle, éventuellement même sans l'avoir voulu, ce que j'appelle mon accident électoral. Mais c'est possible. C'est ce qui explique peut-être que, par exemple, la majorité, en tout cas la tête de liste Renaissance, affirme qu'il faut plus d'Europe. Est-ce qu'on peut tenir aujourd'hui, Dominique Régnier, ce discours, plus d'Europe, avec le défi migratoire tel qu'on le connaît, l'enjeu de souveraineté, l'enjeu de sécurité également? Est-ce qu'un tel slogan, lâché comme ça, est audible? Plus d'Europe, ça n'a pas de sens. Dit comme cela. Ah, vous êtes direct. Oui, non, mais ça n'a pas de sens, parce que ceux qui pensent que l'Europe est mal gouvernée ou n'arrange pas leur existence se disent plus d'Europe, c'est plus de malheur ou de problèmes, donc ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose que l'Europe n'a pas fait et qu'elle aurait pu faire depuis 2019,
qu'elle commence aujourd'hui, en s'agitant un peu tard quand même, à montrer qu'elle pourrait le faire. C'est 3 conditions fondamentales. Il faut dire aux Européens quelles sont les frontières de l'Europe et les défendre comme des frontières nationales. Il faut dire aux Européens quelles sont nos valeurs, quelle est notre identité, la défendre et la proclamer dans le monde, l'affirmer dans le monde. Et il faut dire aux Européens que nous voulons être une puissance, que nous voulons de la puissance à l'intérieur de la sécurité. Est-ce que c'est l'illusion de la puissance et de la grandeur? Est-ce qu'on peut le dire? Et est-ce que l'électorat large y croit encore? En tout cas, les Européens sont capables de réunir une très grande quantité de puissance. Hein. Ils le font, mais sans l'assumer. Ils ne veulent pas l'exhiber. On a une culture très iréniste en quelque sorte. On est très naïf de ce point de vue-là et on a un rapport compliqué à l'histoire. Mais dans le monde d'aujourd'hui, alors on peut le dire avec certitude en 2024, si nous n'avons pas de puissance, nous n'existerons pas, nous n'aurons aucune liberté. Il est inutile pour quiconque de parler de souveraineté, c'est-à-dire la capacité d'être supérieur, si nous ne sommes pas en mesure de mobiliser une très grande puissance. Si je vous entends bien, Dominique Régnier, là vous êtes en train d'esquisser, selon vous, le véritable enjeu de ces élections européennes, c'est-à-dire notre existence européenne face aux différents blocs géants, empires. Je le crois absolument. C'est le moment dans lequel nous sommes d'un grand chambardement. On voit bien que rien ne sera plus comme avant. Il faut faire son deuil du monde familier, c'est fini. Et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la construction d'un nouveau rapport de force. Et on va très vite voir qui des États-Unis ou de la Chine, puisque c'est à peu près comme ça que les choses vont se jouer, prendra la direction des affaires du monde dans la décennie qui vient. Personne n'imagine que ce sera l'Europe. C'est déjà en soi un drame. Mais si nous voulons ne serait-ce qu'exister, que persister dans ce monde-là, nous devons absolument circonscrire un territoire, affirmer des valeurs et mobiliser une puissance, et je le redis, y compris militaire. Sinon, nous ne sommes rien. Nous ne serons même pas une grande Suisse. D'ailleurs, je dis cela, mais les Suisses savent très bien se défendre. Et s'il y avait un conflit, ils le feraient peut-être même mieux que nous. Nous devons être puissants, nous devons même être redoutés. Nous devons même être capables de menacer. Est-ce qu'on est craint aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Mais nous ne pouvons pas impressionner le monde en faisant au fond, des assauts d'amabilité. Ça ne marchera pas. C'est très intéressant, Dominique Régnier. Mais alors, que reste-t-il aux nations pour justement tenir ce genre de discours? L'exemple des commémorations, par exemple, on va rentrer dans un grand cycle de commémorations avec à venir l'anniversaire ou les célébrations de la Libération. Emmanuel Macron a inscrit plusieurs rendez-vous à son agenda pour ses 80 ans de la Libération. On dit souvent qu'il y a une commémorite aiguë dans notre pays. Est-ce qu'il ne reste que ça? Que l'histoire, malheureusement aujourd'hui un peu fantasmée d'une union pour faire tenir un pays? C'est un peu... Enfin, c'est nécessaire, je crois, moi, de rendre hommage à ce passé. Est-ce suffisant? Mais non, c'est pas suffisant. Mais ça peut être aussi le révélateur de notre grande difficulté, de notre grande fragilité. Regardez, on va honorer la mémoire de tous ces soldats et puis ces résistants, ces femmes et ces hommes qui se sont battus si glorieusement pour que la liberté revienne et pour que la barbarie cesse en Europe. On sait tous cela, mais nous n'avons pas la possibilité d'exprimer, après le 7 octobre, moi ça m'a beaucoup frappé, une solidarité massive, planétaire, en tout cas européenne, de la droite à la gauche, pour Israël après le pogrom du 7 octobre. Qui est, voilà, je prends cet exemple-là, ça n'implique pas une solidarité avec la politique israélienne ensuite, mais ça, ce qui s'est passé le 7 octobre aurait dû. Donc nous ne sommes même pas en mesure de faire le lien entre ces commémorations, ce passé glorieux que nous allons saluer une fois de plus, et il faut le faire, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le présent et notre comportement présent? Vous parliez tout à l'heure de la réunion de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, sous un slogan qui peut supposer la disparition d'Israël. Votre remarque me fait penser ce matin à l'édito d'Alexis Brézé sur Europe 1 qui nous dit on commémore l'esprit de résistance alors que dans notre propre pays, Dominique Régnier, certains professeurs ne peuvent pas enseigner comme ils l'entendent l'histoire aujourd'hui. Oui, l'histoire, mais ça devient compliqué d'une manière générale à l'école.
au lycée. Alors, on peut dire vraiment, désormais, c'est tous les niveaux qui sont touchés. Bien sûr, à l'université, malheureusement. N'importe qui ne peut pas aller tenir un discours tout à fait sensé, rationnel dans une université si ça n'est pas... c'est le professeur qui parle. Oui, bien sûr. Moi, je sais qu'on peut faire l'inventaire de toutes ces choses-là. Et donc, c'est un déclin de cet esprit à partir duquel on continue, et il faut le faire, à pratiquer des commémorations, mais il faut absolument, sinon c'est peine perdue, prendre la mesure de ce délitement culturel, intellectuel, et de ce déclin des libertés. On entend cet avertissement qui résonne fort en pleine campagne des Européennes. Merci Dominique Régnier. Merci Sonia. C'était votre grande interview. Je vous dis à très bientôt.